Le nouveau numéro d'Historia vient de paraître et il propose ce mois-ci 2 grands dossiers. Un sur 4 siècles de rébellion en Catalogne et un sur la longue histoire du harcèlement, également un sujet dans l'air du temps. Et c'est celui-ci qui a retenu spécialement l'attention de Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Avec François Forestier qui signe un bel article sur l'hypocrisie de Hollywood, Joël Chevet s'est chargé de cette magistrale et nouvelle rétrospective du harcèlement dont les femmes ont souffert depuis toujours. Elle est notre invitée cet après-midi. Et vous allez commencer par nous parler des femmes assez libres, assez indépendantes. Ah oui, des femmes qui au XVIIe siècle ont trouvé une réponse à ce qu'on pourrait presque appeler peut-être un harcèlement, les célèbres précieuses. Nous nous invitons donc cet après-midi dans leur salon avant de revenir en toute fin d'émission sur l'origine des notes de musique. Mais ne faisons pas attendre davantage Madame de Rambouillet. Tout le monde sait que Molière a créé une pièce intitulée « Les précieuses ridicules ». Certains emploient l'expression « le temps des précieuses ». On cite parfois ces femmes savantes qui, au grand siècle, faisaient assaut de bel esprit. Mais au fait, qu'est-ce qu'une précieuse? Au temps de Louis XIII et des premières années du règne de Louis XIV, c'est une dame d'esprit relevé, de mœurs pures, qui cultive le bon goût, se pique de savoir et converse volontiers littérature morale dans un vocabulaire bien à elle, disons-le. Au début des années 1660, un auteur, Antoine Baudot de Saumaise, publie le Dictionnaire des précieuses ou la clé de la langue des ruelles, parce que elles recevaient dans leur chambre, vous savez que l'espace à côté du lit, ça s'appelle la ruelle, précisément. Et bien, dans ce dictionnaire, Saumaise recense les expressions utilisées par ces drôles de dames pour désigner les mots de la vie courante. Par exemple, une chandelle devient un ardent ou un supplément de soleil. Non mais vous voyez où ça va se nicher quand même. Un carrosse est désigné par les termes « assemblage de 4 corniches ». Et les coussinets d'amour, ça on le sait parce que ça nous faisait beaucoup rire quand on était petit à l'école, ce sont les seins. On ne dit pas aimer mais avoir un furieux tendre. Les femmes sont des sujets de la belle conversation, ou bien l'agrément des sociétés, la politesse du langage, les divinités visibles, mais pas moins. Une vieille fille avec de l'esprit se dit une précieuse véritable, tandis qu'une fille coquette qui veut passer pour bel esprit est plutôt une précieuse ridicule. Vous savez que c'est en 1659 que Molière a donné la première représentation des précieuses ridicules. Celles qu'on surnomme les précieuses suscitent les moqueries de nombreux auteurs pour leur pédantisme, leur pruderie. Selon La Bruyère, elles laissèrent au vulgaire l'art de parler d'une manière intelligible. Une chose dite entre elles peu clairement en entraîne une autre encore plus obscure sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudissements. On voit très bien ça dans les pièces de Molière, ces espèces de saillies qui font s'exclamer tout le monde et on applaudit et on s'esbaudit, etc. L'hôtel de Madame de Rambouillet et puis plus tard le salon de Mademoiselle de Scudéry auront été, disons-le, les 2 principaux foyers de cet esprit raffiné qui se voulait avant tout une réaction à des temps jugés vulgaires et dépravés. La marquise de Rambouillet est née Catherine de Vivonne. Elle est née dans le meilleur monde qui soit. Elle est née à Rome en 1588. Son père était maréchal de France, c'était le marquis Jean de Vivonne. Sa mère était une noble romaine. Jean de Vivonne avait conseillé Henri III. Il a été ambassadeur en Italie, en Espagne. Catherine de Vivonne a 11 ans, quand je dis en Italie, à Rome et à la cour de Madrid. Catherine de Vivonne a 11 ans quand elle est promise à un homme qui en a 23, Charles d'Angennes. Charles d'Angennes est marquis de Rambouillet. Et voilà comment, devenue son épouse, elle est marquise de Rambouillet. Et elle jouit très tôt de l'émancipation que procure le mariage. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de parler justement du rôle du mariage dans, comment pourrait-on dire, dans l'indépendance, l'autonomie, la dignité des femmes. Elle en profite donc pour donner libre cours à son appétit pour les choses de l'esprit. Beaucoup plus tard, Madeleine de Scudéry écrira dans le Grand Cyrus Cléomire, alors Cléomire c'est le nom par lequel elle désigne Madame de Rambouillet, Cléomire est grande et bien faite, tous les traits de son visage sont admirables, la délicatesse de son teint ne se peut exprimer, la majesté de toute sa personne est digne d'admiration, et il sort je ne sais quel éclat de
de ses yeux qui imprime le respect dans l'âme de tous ceux qui la regardent. Sa physionomie est la plus belle et la plus noble que je vis jamais, et il paraît une tranquillité sur son visage qui fait voir clairement qu'elle est celle de son âme. On voit même, en la voyant seulement, que toutes ses passions sont soumises à raison et ne font point de guerre intestine dans son cœur. En effet, je ne pense pas que l'incarnat qu'on voit sur ses joues ait jamais passé ses limites et se soit épanché sur tout son visage. Si ce n'a été par la chaleur de l'été ou par la pudeur, mais jamais par la colère, ni par aucun dérèglement de l'âme. Ainsi, Cléomire étant toujours également tranquille, elle est toujours également belle. Oh, mais que de flatterie et que de préciosité dans le style de Mademoiselle de Scudéry, parlant de celle qui aurait ouvert la voie en quelque sorte et créé le premier grand salon précieux du grand siècle. La marquise de Rambouillet aime le théâtre, les lettres, les arts, l'histoire romaine, elle parle l'italien, l'espagnol, un peu même le latin. Elle emménage avec son mari dans un bel hôtel de la rue Saint-Thomas-du-Louvre à Paris, mais c'est un hôtel relativement petit et c'est elle qui va concevoir tous les dégagements, tous les aménagements intérieurs. Par exemple, au lieu d'installer un escalier au centre qui dessert de part et d'autre les étages, comme on avait dans toutes les maisons de l'époque, elle renvoie carrément la cage en bout d'enfilade. C'est très moderne à l'époque et ça permet de dégager de grands espaces et de donner le sentiment de recevoir dans un palais. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Mademoiselle de Scudéry. Elle a trouvé l'art de faire en une place de médiocre grandeur un palais d'une vaste étendue. L'ordre, la régularité et la propreté sont dans tous ses appartements et à tous ses meubles. Tout est magnifique chez elle et même particulier. Les lampes y sont différentes des autres lieux. Ses cabinets sont pleins de 1000 raretés qui font voir le jugement de celle qui les a choisis. L'air est toujours parfumé dans son palais. Diverses corbeilles magnifiques pleines de fleurs font un printemps continuel dans sa chambre. Et le lieu où on la voit d'ordinaire est si agréable et si bien imaginé qu'on croit être dans un enchantement lorsqu'on y est auprès d'elle. Vous savez, elle a tout simplement, Madame de Rambouillet, ce savoir que possèdent certaines femmes de transformer l'espace autour d'elle et de créer une sorte de magie, on peut dire. Elle a le sens du décor, elle a un style véritablement. Les chambres d'habitude, à l'époque, sont de couleur rouge foncé, vert foncé, etc. La sienne est bleue rehaussée d'or et d'argent, avec un lit à colonnes recouvert de satin incroyable, des tentures, des rideaux, des meubles de siège, tout ça tendu de bleu. Madame de Rambouillet s'installe donc dans sa chambre bleue. Elle y installe aussi un lustre de cuivre doré, des paravents, des tableaux, des cabinets de bois précieux, des tables d'ébène. Bref, on est dans une sorte de petit paradis. Et la chambre qui ouvre sur un magnifique jardin aux allées de sycomore est un rêve. Dans ses historiettes, Talleyrand des Réaux raconte que Madame de Rambouillet se vante d'être la seule dame dans Paris qui voit de la fenêtre de son cabinet faucher un pré. Et c'est dans cette chambre de l'hôtel de Rambouillet que la marquise va pouvoir recevoir toutes les sommités, tous les grands esprits de son temps. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des précieuses. Vous nous parlez du salon de la marquise de Rambouillet et de celui de Madeleine de Scudéry. Vous nous avez dit juste avant la pause que Madame de Rambouillet avait de l'esprit. Je me demande quand même pourquoi elle fréquente pas la cour. Oui, alors. Disons que c'est une grande dame Oui. et elle aime les sommités. Oui. Elle devrait être à la cour, vous avez raison. Sauf que, en l'occurrence, la cour, c'est celle, au début du salon de Madame de Rambouillet, c'est celle d'Henri IV, c'est la fin de la cour d'Henri IV. Et ça manque un peu à ses yeux et à son goût, un peu d'éclat, de vertu et précisément de préciosité, de raffinement. C'est une cour un petit peu bon enfant, avec en plus pas mal de scandales. N'oubliez pas la réputation du ver galant. C'est pas assez bien pour elle. Et puis, Madame de Rambouillet, disons-le, a une santé fragile. Alors, les cheminées qui fument dans les salons du Louvre, la presse, le bruit, etc., elle préfère, si vous voulez, faire venir la cour à elle. Elle a la cour à domicile, c'est beaucoup mieux ça finalement. Et dans son salon et dans sa chambre, on trouve de nombreux aristocrates, parmi lesquels le duc d'Enghien, le futur prince de Condé, donc, qui s'est illustré déjà sur un certain nombre de champs de bataille, Arnaud de Corbeville, un officier de cavalerie doué pour improviser, parce que on aime faire des vers, des bourrimés, des charades, etc. On s'amuse comme on peut. Richelieu, qui est à l'époque jeune évêque de Luçon, est également un habitué du salon de Madame de Rambouillet dès les années 1620. C'est un des moyens de
de faire carrière, si je puis dire. Vous savez, c'est l'endroit où il faut être vu. Alors, il y a là bien sûr les grands écrivains du temps, il y a Guy de Balzac, il y a Pierre Corneille, François de Malherbe, Malherbe qui appelle la marquise Arténis, c'est l'anagramme de Catherine, son prénom. Le poète italien Giambattista Marino également, et puis Talleyrand des Réaux, je vous en parlais, et plus tard un jeune abbé qui fera parler de lui, puisque c'est Bossuet en personne. Certains figurent parmi les premiers membres de l'Académie française. L'Académie est créée en 1635. Donc toute cette époque-là, c'est ce bouillonnement-là. On compte donc beaucoup de femmes dans ce salon. La sœur du duc d'Enghien, la duchesse de Longueville, des marquises, des duchesses, des comtesses. En voulez-vous? Eh bien, en voilà les dames les plus illustres de la société parisienne, belles, cultivées et ayant le talent de la conversation, qui à l'époque est une forme nouvelle de l'éloquence. Parmi elles, la marquise de Sablé, dont les hommes qui l'aiment ne doivent jamais espérer autre chose que son estime et son amitié. Voilà ce que c'est qu'une précieuse. Voilà la définition par l'exemple, d'une certaine façon. Au salon de Madame de Rambouillet, on croise également la cantatrice Angélique Paulet, la belle lionne, comme on la surnomme, à cause de cette espèce de chevelure rousse qu'elle trimballe, Mademoiselle de Scudéry, qui fréquente le salon avec son frère Georges. Et puis, dans ce salon, les filles de la marquise, sa fille aînée, Julie, et la cadette Angélique. Julie, rapidement, devient en quelque sorte le pilier du salon. Elle reçoit de la part de son futur époux, Charles de Sainte-Maure, qui est marquis de Montausier, la guirlande de Julie, n'est-ce pas? Il s'agit d'un recueil de 62 madrigaux composés par plusieurs poètes de l'hôtel de Rambouillet. Alors parmi les auteurs de cette guirlande, Georges Scudéry, chaque madrigal évoque une fleur, illustre une qualité de Julie, et ça fait comme des maillons qu'on enchaîne, si vous voulez. Et être enchaîné de fleurs, surtout quand ce sont des fleurs verbales, quoi de plus précieux? Dans ce salon, l'art de la conversation est très très pratiqué. Le poète Chaplin écrit à Guy de Balzac « Vous ne sauriez avoir de curiosité pour aucune chose qui le mérite davantage que l'hôtel de Rambouillet. On n'y parle point savamment, mais on y parle raisonnablement, et il n'y a pas lieu au monde où il y ait plus de bon sens et moins de pédanterie. » Intéressant de noter d'ailleurs. La littérature est là, au centre de tout, si je puis dire. D'une façon ou d'une autre, tous les autres de la marquise pratiquent un genre, même s'il n'est qu'épistolaire, avec évidemment des querelles. C'est la grande époque des querelles, c'est-à-dire qu'on se dispute sur les qualités et les défauts d'une pièce de théâtre, d'un opéra, etc. Enfin, d'un ballet plutôt à l'époque. La littérature n'est pas le seul sujet de conversation. On y parlait de tout, nous dira plus tard Victor Cousin. De guerre, de religion, de politique. Les affaires d'État y étaient de mise, aussi bien que les nouvelles plus légères, pourvu qu'elles fussent traitées avec esprit et avec aisance. Les gens de lettres étaient recherchés, honorés, mais ils ne dominaient pas. Voilà pourquoi l'hôtel de Rambouillet a exercé une influence générale sur le goût public. Chez la marquise de Rambouillet régnait la suprême distinction, la noblesse, la familiarité, l'art de dire simplement les plus grandes choses. Est-ce qu'on pourrait pas dire tout simplement que c'est la conversation à la française qui est en train de naître tranquillement au milieu de ces sujets? Alors, quels sont les sujets d'ailleurs qu'on aborde? La beauté est-elle nécessaire pour faire naître l'amour? Le mariage est-il compatible avec l'amour? Quel est l'effet de l'absence en amour? Ça nous rappelle quand même ce qui se passait du temps des troubadours, et même dans les débuts avec les cours d'amour de la belle Aliénor d'Aquitaine, rappelez-vous. Ce n'est pas nouveau, somme toute. Au sein du salon de la marquise de Rambouillet, les divertissements sont orchestrés par le poète Voiture. Talleyrand des Réaux parle de tintamarre permanent. Bossuet improvise des sermons. On joue des tragédies. D'ailleurs, Corneille est là, qui lit ses pièces, etc. Et puis de temps en temps, on écoute un air, on plaisante, même si, évidemment, parfois ça provoque des frayeurs. Par exemple, Voiture, un jour arrive avec 2 ours dans la chambre de la marquise. 2 ours, devrais-je dire, si je parlais bien comme à l'époque. Quand la marquise se retourne, elle voit 2 grosses pattes posées sur son paravent. Ça fait un peu jaser pendant quelques semaines. Le salon de Madame de Rambouillet ne manque, vous l'aurez compris, jamais d'éclat, jamais de jeu et d'amusement. Dans le jeu de la lettre, toutes les réponses doivent commencer par la lettre qui a été convenue. Au jeu de la perle des cœurs, chaque personne reçoit un nom illustre. Hélène, Lucrèce, Ulysse, etc. Alors l'une dit « J'ai perdu mon cœur ». Question «
Qui vous l'a pris? Réponse, c'est Clélie. Et si Clélie ne rejette pas la faute sur une autre, eh bien, on lui donne un gage. Et c'est toujours un gage littéraire, bien entendu. Inutile de vous dire qu'on ne fait pas du tout de gage physique chez les précieuses. Non. À partir de 1645, néanmoins, ce salon décline, il faut bien le dire. La mort du roi Louis XIII a signé un changement. On entre bientôt on est maintenant même dans la régence d'Anne d'Autriche, on sera bientôt dans la Fronde. Et c'est vrai que le salon de la marquise est en train de perdre un peu de son éclat et de son importance. D'ailleurs, sa fille Julie, qui s'est mariée, est beaucoup moins présente. Et quant à Madame de Rambouillet elle-même, sa santé décline vraiment. Le salon est fréquenté quand même encore par des gens comme Ninon de L'Enclos, comme Madame de Sévigné, bien entendu. Bref, ça reste un salon à la mode, mais un salon dont l'éclat pâlit au profit de celui maintenant de Mademoiselle de Scudéry. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire des précieuses cet après-midi sur Europe 1. À la fin du XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle, nous avons découvert le salon de Madame de Rambouillet. Madame de Rambouillet décline sa santé, son salon également, au profit de celui de Mademoiselle de Scudéry. Et vous vous rappelez ce que nous disions l'autre jour de Madame du Défend, avec Julie de l'Espinasse. Eh bien, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer, un bon siècle, même 120, 130 ans plus tôt, lorsque le salon de Mademoiselle de Scudéry est en train de remplacer celui de Madame de Rambouillet de plus en plus. Le sien se trouve dans le Marais, rue de Beauce. On y vient dans un premier temps le samedi, et puis petit à petit, on va y venir de plus en plus souvent, parce que, évidemment, ce sont des habitudes, et on passe des après-dîners, comme on disait, absolument divines. Les après-dîners, c'est-à-dire ce que nous appellerions nous les après-midi, tout simplement. Elle est célèbre, Madeleine de Scudéry, incontestablement. Alors elle, c'est le bas bleu, pur et simple. Ce n'est pas du tout la dame extrêmement charmante. C'est pas du tout Madame de Rambouillet. D'abord, elle est franchement laide, disons-le. Je cite Jacques Janssen, avec un visage anguleux, un teint brun, un corps maigre et plat comme la main. La malheureuse était franchement laide, vieille fille sèche et prude, dédaignée des hommes. Elle n'avait jamais connu l'amour. C'est sévère. La pauvre. C'est sévère, mais ça reflète quand même en partie la réalité. Madeleine de Scudéry séduit certes, mais elle séduit par son esprit, et elle entend bien qu'on n'aille pas au-delà d'ailleurs. Alors, on se divertit quand même chez elle, on a les mêmes genres de jeux que ceux du salon Rambouillet. On chante, on joute dans des tournois de poèmes, on multiplie les querelles, encore une fois, au sens littéraire, au sens élégant du terme. Ça peut prendre tantôt un tour burlesque, tantôt un tour dramatique. Un jour, un gentilhomme qui était logé dans une auberge surprend à travers la cloison la conversation de ses voisins qui discutent de la nécessité de faire tuer le roi. La police est avisée du complot, elle arrive, et en fait, on trouve les deux Scudéry qui se sont penchés sur l'écritoire en train d'inventer une histoire, tout simplement. Malgré son refus de se donner aux hommes, qui nous rapproche du sujet que nous allons traiter dans un instant avec Joël Chevet, Madeleine de Scudéry a l'âme romantique, si j'ose dire, bien avant l'heure. Dans son roman Clélie, roman fleuve, Clélie, histoire romaine, elle insère la fameuse carte du tendre, une contrée imaginaire où l'on ne s'occupe que d'amour, où tous les lieux portent des noms galants. Alors vous connaissez ça, il y a 3 fleuves qui traversent le pays du tendre. Les fleuves en question s'appellent inclination, estime et reconnaissance. C'est pas beau ça ? On part de nouvelle amitié pour atteindre tendre sur estime. Eh bien, il faut passer par joli vers, billet galant, billet doux, grand cœur, générosité. On a envie de dire beaucoup de sublimation dans tout ça, néanmoins. Et puis on traverse complaisance, soumission, petits soins, empressement, tendresse et obéissance. Mais si l'on fait fausse route, on passe par négligence, tiédeur, oubli. Moins on en fait, plus on en cause, n'est-ce pas? Et l'on cause beaucoup, beaucoup chez Mademoiselle de Scudéry. Pour les amis de Madeleine, nous dit Jacques Janssen, cette géographie amoureuse et puérile était l'occasion de jeux d'esprit, de galanterie et de rimes aimables. D'ailleurs, tout était prétexte pour eux à petits vers et madrigaux. L'incomparable Sappho, puisque c'est le nom qu'on donne à Madeleine, était reconnue pour la reine du tendre, et ses sujets, désignés par les surnoms qui leur sont attribués dans les romans, formaient
avait autour d'elle une petite cour empressée et soumise à ses décrets dérisoires. On dirait une petite fille qui est en train de régler le cours de la récréation, vous savez. Les années 1660 vont marquer la fin des précieuses. Là, vraiment, on commence à se moquer vraiment d'elle. Disons les choses, la prise de pouvoir par Louis XIV en 1661 leur ferme le clapet, si je puis dire. Le roi veut que désormais l'on parle, on s'amuse, on réfléchisse à sa cour et non pas en dehors de la cour. Et toutes les plaisanteries, tous les ridicules, toutes les moqueries qui pourront éloigner les gens des salons et les ramener vers Saint-Germain-en-Laye sont bonnes à prendre aux yeux de Louis XIV. Voilà comment on décline, même lorsqu'on est précieuse. Bonjour Joël Chevet. Bonjour Franck. Est-ce qu'on peut dire des précieuses que d'une certaine manière, elles se protégeaient? Je pense notamment à Madeleine de Scudéry en disant cela. Est-ce que tout l'arsenal de bons mots, de belles pratiques et de politesse qu'elles avaient institué autour d'elles était une manière en quelque sorte d'éviter certaines polissonneries? Alors, je crois qu'il y a deux aspects différents dans le problème des précieuses. Le premier, c'est d'abord que par leur salon, elles vont, comme vous l'avez dit, raffiner une cour qui jusqu'alors avait des mœurs quand même un peu rudes, plus que rudes. Oui. On prend l'habitude de ne plus aller dans les salons beauté et l'épée au côté. On met les escarpins de soie à la place des bottes de cuir. Et donc on est là dans un processus, je dirais, de civilisation dont les femmes sont quand même en effet le moteur. C'était un très grand sociologue, ça on peut dire, c'est une toute petite parenthèse, oui, mais un grand sociologue qui s'appelle Norbert Elias, qui a raconté l'histoire du procès de civilisation. Voilà. Il dit que les précieuses, là, jouent un rôle essentiel. Là, on est vraiment, tout à fait, dans ce processus de civilisation où les femmes, donc, vont raffiner la société et le langage. On s'est beaucoup moqué, en effet, des mots qu'elles utilisaient, et vous en avez cité quelques-uns. Reste que elles sont à l'origine... Les pieds, comment parler? Ah oui, les pieds, les chairs souffrants. Les chairs souffrantes. Je crois que c'est encore d'actualité. Oui, pour certains. Et donc il y a ce premier aspect qui est donc très important sur le plan social, mondain et culturel. Et puis il y a un deuxième aspect qui est celui du mariage. Et je crois que c'est dans ce domaine, puisque notre sujet du jour est de parler un petit peu du combat des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement. Plus largement du harcèlement, on y reviendra. Les précieuses sont totalement opposées au mariage. Eh oui. Et quand vous regardez la carrière de la plupart d'entre elles, vous parliez tout à l'heure de la fille de la marquise de Rambouillet, Julie d'Angène, elle a fait patienter Montausier pendant plus de 14 ans avant d'accepter de l'épouser. Le mariage est considéré comme un esclavage. On voit la même chose chez la grande mademoiselle. Grande mademoiselle cousine de Louis XIV, dont on dit qu'elle aurait rêvé de l'épouser. Bon, sans doute, il avait 11 ans de plus qu'elle, mais bon. On lui a proposé l'empereur, on lui a proposé le roi de Portugal, on lui a proposé le duc de Savoie. En fait, elle ne voulait pas se marier, même si sur le tard, elle a commis quand même une erreur avec curieuse. Lauzun. Voilà, la quarantaine passée avec Lauzun. Donc le mariage est vraiment au cœur de l'indépendance, la seule qu'elles peuvent avoir à l'époque, ne pas se marier. Oui. Cette indépendance, en quelque sorte, est une chose, on ne pourrait pas dire neuve, mais rare au XVIIe siècle. Il y a depuis toujours, on pourrait même trouver des exemples au XIe, XIIe siècle de femmes qui veulent leur indépendance, qui veulent s'abstraire, etc. Mais c'est une chose extrêmement rare, c'est un phénomène suffisamment rare pour devenir un sujet d'histoire, la preuve. Tout à fait. Il y a une historienne qui avait fait un livre sur le veuvage et qui démontrait qu'en fait, la seule façon d'être libre pour une femme, c'était d'être veuve. Pas forcément célibataire, parce qu'il y avait éventuellement encore un père qui pouvait mettre son emprise sur vous. Voilà, le veuvage, c'est peut-être une bonne façon de rester libre. Alors le numéro d'Historia, le nouveau numéro d'Historia nous montre, c'est quoi, c'est Rubens, ce que je vois là, hein, une sorte de viol en couverture avec ce titre « Harcèlement, une si longue histoire ». Eh bien justement, nous allons essayer de revenir sur la condition féminine d'une façon plus générale et la façon dont les femmes ont plus ou moins pu et dû résister aux assauts de la gent masculine. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des femmes, pour être très générale, celles qui ont dit non. Nous allons aller plus loin avec votre invitée Joëlle Chauvet, elle est historienne et elle est l'auteure de l'article « Harcèlement, une si longue histoire », article paru dans le dernier numéro d'Historia, un numéro que vous découvrez actuellement en kiosque. Alors, je vous propose, Joël, de sortir un instant de l'histoire, ou plus exactement de faire de l'histoire très récente. Après tout, Alain Decaux avait dit ici même à ce micro, l'histoire ça commence il y a 5 minutes. Eh ben, admettons, c'est l'affaire Weinstein qui a fait parler de toutes ces pratiques, etc. C'est vieux comme le monde tout ça, mais là, d'un seul coup, ça vient non seulement sur le devant de la scène, mais c'est relayé par les fameux réseaux sociaux avec 2 hashtags. Alors on dit en français, on ne dit plus un hashtag d'ailleurs, on dit un mot dièse. Donc, il y a le hashtag MeToo aux États-Unis et le mot dièse balance ton porc en France. C'est-à-dire que le principe, c'est révélons les pratiques de harcèlement sexuel, les pratiques dont les femmes sont victimes. Oui, je crois que on peut le résumer par un seul mot, parlons des choses. Enfin, voilà, c'est ça. Disons-le. Disons-le, tout ce en... qu'on tait depuis si longtemps. Sur un plan historique, pour nous qui sommes passionnés d'histoire, c'est très fascinant parce que c'est un changement complet de mentalité et à l'échelle de la planète. C'est presque un cas unique et nouveau dans l'histoire de révolution. C'est une forme de révolution. Je pense qu'on peut parler d'une nouvelle révolution dans l'histoire des femmes et dont nous espérons qu'elle va se poursuivre et qu'elle permettra peut-être d'avoir des relations un petit peu différentes entre les sexes. Ce qui n'exclut pas les relations de séduction qui, j'espère, continueront quand même de continuer dans de bonnes conditions. Mais en fait, si on revient en effet sur le plan historique, et moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur le fait de faire un article sur le harcèlement, je dirais qu'il n'y a pas d'histoire du harcèlement. Mais pour cause, parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas... la notion même n'avait pas de sens. Voilà. Pour qu'il y ait harcèlement et qui débouche éventuellement sur un viol, il faut qu'on puisse dire non. Harcèlement, ça signifie une résistance en face de soi. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? Alors, remontons à la préhistoire pour sourire un peu. Oui, remontons un petit peu à la préhistoire. On va remonter à Cro-Magnon. Non, mais parce que les préhistoriens, justement, ont une vision tout à fait différente de ces relations entre les sexes et disent qu'en fait, on pense que soit l'homme de Néandertal ou le sapiens sapiens, les relations étaient beaucoup plus égalitaires entre les femmes, que la différence... Ce n'est pas de la projection de notre époque sur le... Non, c'est le 19e siècle qui a créé la femme qu'on tire par les cheveux pour l'emmener dans la grotte. Ça, c'est une invention du 19e siècle. Reste qu'il y avait certainement un dimorphisme sexuel qui était beaucoup moindre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la femme avait possibilité de se défendre si monsieur Ce que vous voulez dire, c'est que les deux sexes étaient morphologiquement plus proches, en fait. Morphologiquement plus proches. Et deuxièmement, la femme, dans la mesure où on ne savait pas que les relations sexuelles débouchaient sur la naissance, sur la maternité, la femme était quelque chose de très précieux puisqu'elle avait le pouvoir de faire des enfants toute seule. Donc il y a là des relations tout à fait différentes. Alors je passe très vite là-dessus, mais si l'on arrive maintenant à l'Antiquité, prenons la Grèce antique et Rome, quelle est la condition des femmes ? Où elles sont esclaves, où elles sont prostituées, où elles sont mariées. Et mariées, ça veut dire propriété de leur mari. Donc il n'y a pas besoin de les harceler, on les prend simplement, c'est ça ? C'est la prédation et on viole si elle s'y refuse. Donc faire une histoire du harcèlement, alors en même temps il y a des harceleurs. Le premier harceleur c'est Zeus. Oui, ça c'est dans la mythologie. Quand vous regardez dans la mythologie, mais pourquoi Zeus peut harceler ? En fait parce qu'il a une femme jalouse. Donc, en fait, il est obligé d'utiliser toutes sortes de métamorphoses, Héra pour ne pas la nommer, et il est obligé de se livrer à toutes sortes de métamorphoses pour pouvoir s'emparer, mais ça finit, en fin de compte, toujours par un viol, par une prédation, voilà. Et le mot n'existe pas. Avec beaucoup dans la mythologie grecque et gréco-latine de viols fondateurs d'ailleurs. Hein. C'est quand même assez étonnant. Oui, vous pensez, je pense à Lucrèce. Par exemple. Lucrèce, en effet, qui a été violée par un fils de Tarquin le Superbe, donc République romaine, et en 509 avant Jésus-Christ, ce viol accompli a révolté les citoyens romains contre la royauté, et la République a été instaurée donc en 509. Donc quand les femmes sont, vous nous dites, soit propriété de leur mari, soit esclaves, soit prostituées, par définition, il n'y a pas de harcèlement au sens... mais il y a quand même beaucoup de viols, beaucoup de pratiques violentes, ça, par définition. Oui, et même, pour ne citer, par exemple, que le Moyen-Âge, où il y a carrément des rites d'initiation dans certaines sociétés,
Je pense à Lyon, par exemple, au XVe siècle, où il y a eu des études très précises qui ont été faites, où il y a ce qu'on appelle des forceurs de garces, c'était le terme de l'époque, et où on a pu calculer qu'en fait 70% des jeunes Lyonnais avaient commis à un moment ou à un autre un viol en bande. C'est incroyable. C'était ces sortes de rites d'initiation. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé... Si j'ose dire, on revient de loin, là, quand même. On revient de très loin. Et donc, le viol n'est pas caractérisé, ni le harcèlement, pour autant qu'on puisse en parler, n'est pas caractérisé sur le plan juridique. Et pourquoi il n'est pas caractérisé avant 1992 ? Parce qu'il n'y a pas de demande de la société pour qu'il le soit. Mais bien sûr. Donc, un crime ou un délit n'existe que comme... Que s'il y a une conscience et un partage de notions. Et qu'il y ait besoin de judiciariser. Alors, il y avait quand même des plaintes pour viol ou pour harcèlement. Mais en général, la plupart des jeunes filles ne le faisaient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient considérées toujours comme tentatrices et responsables de ce viol. On parle sans arrêt de la fragilité féminine, mais on les accusait de ne pas suffisamment se défendre. Mais surtout, elles ne sont pas propriétaires de leur corps et elles-mêmes le pensent. Il y a une imprégnation mentale qui fait que c'est pas son corps qu'elle défend, c'est sa virginité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et sa virginité appartient à sa famille et à l'honneur de sa famille. Pour que commence la véritable histoire du harcèlement, si je puis dire, il faut qu'il y ait un début d'égalité des sexes, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait du répondant, il faut qu'il y ait la possibilité pour la femme de dire non, tout simplement. Il faut qu'elle puisse dire non. Et quand peut-elle dire non ? Si elle est à égalité sociale, éventuellement, avec un homme de son milieu, donc dans la noblesse. Mais en fait, c'est le mari ou le père qui se considère comme déshonorée. Elle n'a pas d'honneur. Alors nous venons justement à ces temps modernes dans un instant, et là la notion prend tout de suite un autre relief. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des femmes cet après-midi sur Europe 1 et de celles qui ont dit non avec votre invitée, l'historienne Joëlle Chevet, qui est aussi l'auteur de l'article Harcèlement, une si longue histoire, un article que vous pouvez lire dans le dernier numéro d'Historia, numéro actuellement au kiosque. Alors, nous arrivons à la période où on peut parler véritablement de harcèlement, Joëlle Chevet. C'est-à-dire que avec la Renaissance, avec la reconnaissance d'une forme quand même d'autonomie et d'intégrité de la femme, les choses changent tout de même. Est-ce qu'elles changent vraiment ? Je crois que là quand même on peut se poser la question, parce que quand on étudie par exemple toutes les séries judiciaires de ces périodes, c'est-à-dire disons en gros de la période moderne, 17e, 18e, il y a très peu de plaintes pour viol. Quand il y en a, elles ne sont que très peu sanctionnées. Par contre, si c'est le père ou le mari qui porte plainte, là ça change tout. Ce qui montre bien que le corps de la femme est propriété de l'homme. En fait, et que c'est dans ce corps que réside son honneur. Le caractère collectif de la société, l'échelon pertinent de référence, c'est la collectivité. C'est tantôt la famille, la ville, etc. Bon, ou l'appartenance à telle ou telle lignée, cour, et que sais-je. Et donc, ce côté village, ce côté collectif fait que les préjugés sociaux sont plus forts que l'égalité, comment dirais-je, que l'individu ne naît somme toute qu'à la fin du XVIIIe siècle. La femme n'existe pas en tant qu'individu. Je pense toujours à Une chambre pour soi de Virginia Woolf, ça dit tout. Et donc il y a d'une part cette conception collective de la société et où la femme est une propriété, un bien que l'on transmet. Et puis il y a aussi évidemment l'emprise religieuse. La femme, c'est Ève, tentatrice. Eva prima Pandora, c'est la première tentatrice, celle dont il faut se méfier. Exactement. En fait. Ève, Pandore et Lilith, c'est les trois femmes, les trois fléaux de l'humanité. Et donc là, elle est responsable de son viol parce qu'elle a tenté à un moment ou à un autre. Et on retrouve les choses aujourd'hui. On les retrouve encore dans les mêmes termes, où c'est la façon dont la femme s'habille, les horaires auxquels elle sort, etc., qui font que, quand elle est dans l'espace public, elle est considérée comme une tentatrice. Marie de Gournay a quand même essayé de faire un peu changer les choses au tournant du XVIIe siècle. Il faut que vous nous disiez qui était Marie de Gournay. Marie de Gournay, oui, a été elle s'appelait la fille d'Alliance de Montaigne, donc très admirative de Montaigne, beaucoup plus jeune que lui, et qui a été la première des éditrices de ses essais.
Et Marie de Gournay a par la suite écrit un traité sur les qualités des hommes et des femmes qui a été... Et ça s'appelle ainsi, égalité des hommes, l'égalité des hommes et des femmes. Hein. Ainsi, bien sûr. Et ce traité a été évidemment vilipendé, critiqué par tous les misogynes qui étaient en majorité à l'époque, mais qu'on relit aujourd'hui avec... alors j'aime pas beaucoup ce mot, mais il y a une modernité dans cet aspect des relations des hommes et des femmes, et où elle a prouvé à Montaigne lui-même, on ne sait pas si elle a été sa maîtresse, mais en tout cas, incontestablement, elle a été son amie, alors qu'il déniait aux femmes la possibilité d'être les amies des hommes. Dans la frise de celles qui ont dit non, si je puis dire, que vous nous proposez en contrepoint de votre article, on voit justement Marie de Gournay, Madeleine de Scudéry dont nous avons parlé tout à l'heure, Olympe de Gouges, ai-je besoin de le dire, et puis vous avez glissé un personnage de fiction au milieu de tout ce monde-là, la marquise de Merteuil, donc le personnage de Coderlo de Laclos. Et oui, la marquise de Merteuil, parce que en fait, la marquise de Merteuil, c'est quand même c'est la libertine, là, en fait, oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est très intéressant de constater, c'est que c'est pas tellement ses mœurs qui scandalisent, c'est le fait qu'elle veuille s'appartenir, qu'elle veuille être à elle-même. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit « Je ne voulais pas jouir, je voulais savoir ». Évidemment, c'est le scandale total là. Suprême, donc, vous voyez que c'est pas manière, forcément le côté obscène des relations qu'elle pouvait avoir avec Valmont et des entreprises un peu démoniaques qu'elle pouvait avoir, mais c'est le fait qu'elle voulait être indépendante, autonome, libre. Il y a eu quelques femmes alors qui, elles, ont véritablement pris ce combat à bras-le-corps. On pense à Louise Michel, et puis beaucoup plus proche de nous, à Simone de Beauvoir, et à Gisèle Halimi d'ailleurs, pour ce qui est des féministes. Est-ce que les féministes sont en quelque sorte celles par qui la conscience évolue ? Alors, elle évolue progressivement. Le 19e siècle est très paradoxal de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avancées pour les femmes et en même temps des modes de vie qui restent encore très contraints et surtout des féministes qui sont très divisées. Donc, et puis il y a aussi, je crois qu'il faut en parler quand même, il y a aussi ces modèles de femmes que sont les grandes courtisanes et qui, elles, se revendiquent propriétaires de leur corps. Je dirais que là, pour le coup, elles sont des modèles, mais que personne ne veut suivre parce qu'elles sont scandaleuses et en plus, elles n'ont aucunement l'intention d'incarner collectivement le destin des femmes. Donc c'est complexe. La littérature, le théâtre sont des éléments de modèle. Il y a un modèle qui devient extrêmement puissant au XXe siècle, on va en parler dans un instant, c'est le cinéma bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire des femmes, de celles qui ont dit non, de celles qui ont marqué l'histoire, avec votre invitée, l'historienne Joëlle Chevet, qui est aussi l'auteur de l'article Harcèlement, une si longue histoire, paru dans le numéro d'Historia qui est actuellement en kiosque. Le scandale, il y a quelques mois, est parti du cinéma, d'Hollywood. Il est temps d'en parler maintenant du cinéma. Votre bel article évoque l'ensemble de cette très longue histoire sur des siècles et des siècles, Joëlle, et ensuite figure un article de François Forestier dans ce numéro d'Historia qui s'appelle Hollywood le grand mensonge. Autrefois machine à rêve, nous dit François Forestier, Hollywood est désigné comme le terrain de jeu de producteurs et acteurs prédateurs sexuels, mais sur l'écran depuis les années 20, on montre une autre réalité et ce sont les femmes qui sont les allumeuses. Inversion du réel, Hollywood a mis en place une idéologie du masque. Dans les films, les femmes sont des déesses et dans la réalité des victimes. Et il nous donne des exemples qui sont, c'est vrai, sont très magnifiques. Intéressant cet article, oui. Et c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, le scandale éclate à partir des milieux du cinéma, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, où là, il y a actuellement 80 producteurs qui sont mis en cause actuellement en Chine. Alors évidemment, avec le relais des réseaux sociaux qui permet de rendre cela encore plus important. Mais donc, on est bien là, justement, dans ce système de représentation, d'image de la femme, que le cinéma démultiplie évidemment à l'infini. J'ai retenu une phrase, si vous le permettez, qu'il cite dans cet article, parce que je l'ai trouvée... Je trouve qu'elle résume très bien tout notre propos. C'est une phrase de Paulette Goddard, cette actrice célèbre qui a été l'épouse de Charlie Chaplin, et qui dit, dans un film qui s'appelle Woman, et qui dit « Nous sommes compromises dès notre naissance ». Double sens de cette phrase, compromise. Presque ne voyons pas un jeu de mots vulgaire, mais nous sommes compromises dès notre naissance. Je crois que ça résume bien la situation.
Merci beaucoup Joël Chevet. Donc ce numéro d'Historia vient de sortir, c'est le numéro du mois de février. On y parle aussi de la Catalogne, de 1640 à 2018, 4 siècles de rébellion avec un dossier très nourri, très complet, très fourni. Et puis votre serviteur a également signé là-dedans un récit de cette fameuse révolte d'Étienne Marcel dont nous parlions hier oui. Cette révolution de 1358 à Paris. Beaucoup de choses à lire dans cette Historia. On va retrouver d'ailleurs Historia à Strasbourg bientôt, les 16, 17 et 18 février prochains à Strasbourg pour le grand festival Historia, un festival dont le thème sera l'histoire, j'imagine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, nous revenons sur les origines des notes de musique, Franck. Alors les premières traces de musique, elles datent de quand ? J'imagine que c'est loin. C'est très très vieux, ça dépend même de quoi on parle, mais on trouve sur des tablettes d'Our en chaldée, des tablettes cunéiformes, vous savez, qui sont des tablettes gravées d'inscriptions en cunéiforme qui sont au British Museum, donc des éléments qui sont évidemment des notations musicales. Ce sont les plus vieilles partitions de l'humanité, si vous voulez. Et celle-ci, elle remonte au XVIIIe siècle avant notre ère. Ah oui, en effet. Et on a vu comme ça beaucoup de ces notes. Mais à l'époque, les notes n'avaient pas de nom, évidemment. En tout cas, pas ce nom-là. Alors, les noms des notes de musique, ça date de quand, ça ? Alors ça apparaît au Moyen-Âge. Autrefois, on chantait et on jouait en improvisation pure, d'une certaine manière. Et puis, avec la polyphonie, ça s'avère de plus en plus compliqué. Les notes vont donner naissance au solfège. Le solfège prend forme dans les monastères. Il va permettre le chant polyphonique, c'est-à-dire le chant à plusieurs voix. Et ça s'écrit, ça se prépare. Évidemment, ça ne peut pas s'improviser par définition. J'imagine que ça s'écrit sur une portée. L'idée de la portée, exactement. Ça date de quand, ça ? Alors ça, c'est le Xe siècle. C'est un moine des Flandres qui s'appelait Ubald, qui, pour faciliter la lecture de la musique, a eu l'idée de créer ces lignes et de mettre les notes sur des portées, tout simplement. Sauf qu'avant, les notes, c'était des lettres de l'alphabet. Ce qu'on trouve encore chez les anglo-saxons. Oui. A, c'est le La, B, c'est le Si, C, c'est le Do, etc. Et puis, nous avons baptisé les notes, si je puis dire. Alors ça nous ramène à Guido d'Arezzo. Vous avez sans doute entendu parler de ça. On est au Xe, XIe siècle, en 1028, très précisément. Guido d'Arezzo va avoir l'idée d'identifier les sons, de donner un nom aux notes en fonction tout simplement des premières syllabes de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, qui était un chant grégorien qu'on chantait au vêpres. Ut queant laxis, donc ça fait ut, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labireatum, sancte Johannes. Et ben voilà toutes les notes en quelque sorte qui ont été nommées. Alors on remplacera en 1676, le out va être remplacé par un do pour de simples raisons de facilité et de rapidité. Et puis dans le poème en question, il suffit de remplacer les premiers mots par dominus et ça fait le do, si je puis dire. Et le mode de notation moderne, lui, date de quand ? Alors ça, c'est fixé depuis la fin du XVIIe, le début du XVIIIe siècle. Il y aurait plusieurs écoles. Ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Mais ce qui est certain, c'est que la musique, entre guillemets, classique, elle naît effectivement, on va dire, dans les premières années du XVIIIe siècle. À partir de là, nous avons des partitions que n'importe quel musicien sans formation particulière peut lire, déchiffrer et surtout, ce que nous attendons tous, interpréter. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.